Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être aussi peu nombreux dans ce panel. La qualité qui compte, comme les choses rares. Mais vous savez, on est si peu nombreux, mais on est si qualitativement euh, présents. Et je suis très contente de modérer ce panel qui parle du Tourism Digital Journey. C'est un sujet, on a beaucoup réfléchi avec nos amis de l'OSIM pour le programmer ou pas dans ce magnifique événement qui est les Assises de l'OSIM dans leur 6e édition. Et puis finalement, la décision a été prise, elle coulait presque de source parce que, comme chacun le sait, le tourisme est une industrie à part entière. C'est une industrie au Maroc qui pèse 7% du PIB, qui emploie un demi-million de Marocains de manière directe, et on a tendance à oublier cet indicateur-là. C'est un véritable écosystème composé de 15 000 entreprises répertoriées à peu près, essentiellement de la TPME, mais aussi composé de très grandes marques internationales que le Maroc a la fierté d'accueillir depuis déjà plusieurs années et qui font aujourd'hui le rayonnement de la marque Maroc à l'international, au moins sur le volet touristique, ou en plus sur le volet touristique. Alors, la transformation digitale, c'est un sujet extrêmement important pour l'industrie touristique et pour les opérateurs de ce secteur. Et elle a commencé déjà à montrer tout l'intérêt pour les industriels de ce secteur depuis plusieurs années. Malheureusement ou heureusement, l'industrie touristique n'a pas pris le virage du digital très tôt. Mais le Covid est passé par là. Après 2 années d'arrêt total d'activité, il s'est avéré que certaines tendances que nous connaissions ou que nous soupçonnions déjà se sont vues accélérer fortement et le digital s'est imposé comme un sujet qui devient aujourd'hui central pour la performance de l'industrie touristique, des entreprises qui la composent, mais pas que, et on en parlera. C'est aussi dans la manière de consommer différentes choses dans l'industrie touristique, nous le voyons. Consommer de l'événementiel aujourd'hui, de la conférence, du congrès, du séminaire, on ne le consomme plus comme il y a 10 ans ou 20 ans. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, nous sommes peu nombreuses dans cette salle, mais beaucoup derrière les écrans. Et aujourd'hui, le digital permet cela. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel d'excellents et talentueux intervenants, experts, mais ce sont aussi des personnes merveilleuses. C'est un bonheur de t'avoir, Yasmina Belhassan. Alors Yasmina Belhassan, elle est d'abord entrepreneur, avec un E à la fin, s'il vous plaît, comme ça on ne m'accuse pas de ne pas faire d'écriture inclusive. Et elle tient au E à la fin et on met ni parenthèse ni point, s'il vous plaît. Yasmina est donc entrepreneur d'abord. Elle a créé, elle a fondé Maya Digital. Il y a quelques années, elle est surtout experte en stratégie digitale et en marketing digital. Elle a également, et je l'ai appris tout à l'heure dans notre échange pendant le déjeuner, créé Tech for Good. Tech for Good, tu pourras nous en dire un petit mot. Et je suppose que le digital a été beaucoup pour cette approche, donc on en parlera. On fait plein de choses avec le digital et aujourd'hui, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on fait voyager les gens dans les meilleures conditions grâce au digital. Merci Yasmina d'avoir accepté d'être dans ce panel avec nous. Mon cher Maxime de Volder. Maxime de Volder est un tracker des bonnes pratiques et des bonnes manières, mais pas que. Il est aussi expert en expérience client, une expérience de plus de 30 ans dans l'univers du tourisme et de l'hôtellerie, notamment du luxe, dans le monde entier. Et nous avons la chance de la voir à Marrakech depuis quelques années. Merci. Max d'être avec nous. Taoufik Avoudia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être le serial entrepreneur, j'adore ce mot, que tu es. Tu es à la tête de 2 belles institutions qui font du bien aux entreprises et aux jeunes. Tu es à la tête et le créateur de Emerging Business Factory, qui est un incubateur de start-up avec des chiffres et des réalisations qui nous font du bien. Et tu diriges également WebPick, qui est la
la première plateforme de médias digital, n'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe, je suis quasi un culte C'est une en société la matière. d'offshore qui est totalement dédiée aux médias en ligne. On gère à peu près 80 médias à l'international, Fantastique, avec à peu près 2 milliards de pages vues par mois. C'est plutôt pas mal. fantastique. Et avec ça, tu es un grand contributeur à l'industrie du tourisme de manière directe depuis plusieurs années. Tu collabores beaucoup avec le Conseil régional du tourisme de Marrakech, mais pas que. Il y a aussi avec des projets importants que tu as conduits avec la Confédération nationale du tourisme, dont je suis le secrétaire général accessoirement. Et je suis donc ravie d'accueillir ce panel d'experts et surtout d'intelligence collective. Alors, on peut applaudir, hein, c'est marqué dans le programme. Alors, pour avoir une discussion à la hauteur de votre intérêt et à la hauteur de ce qu'on a promis de discuter aussi, on a 45 minutes, on va essayer d'être sharp. On voudrait parler d'abord de cette question du digital. Ce matin, il a beaucoup été question de digital, mais il a beaucoup été question de technologie, de métaverse, de mots extrêmement savants. Et c'est vrai que parfois, ça peut faire un petit peu peur et dire, mais moi, je vends du rêve, je vends du voyage, je vends du bonheur, je vends plein de choses, mais qu'est-ce que viens faire, moi, avec les algorithmes et les écosystèmes un peu compliqués? J'ai rien à faire là-dedans. Cette dame et ces messieurs vont nous démontrer qu'au contraire, il y a plein de choses à faire avec ça. Et pour faire de manière organisée ce débat, d'abord, j'aimerais qu'on plante un petit peu le décor. Taoufik, est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager avec nous en quelques minutes la photo de l'état des lieux? Je sais que tu as fait une étude en 2019 dans le cadre de EBF avec l'écosystème du tourisme. Tu as fait une étude sur l'état des lieux de la digitalisation de l'industrie touristique marocaine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Tout va bien. C'est-à-dire Le plus que, beau pays du monde. pour être straightforward to the point, il a fallu imaginer avec vous, je me souviens tous les débats qu'on avait lancés pendant le confinement, c'est quoi la suite, c'est quoi la relance, quand est-ce qu'on pourrait respirer post-Covid. Si tu te souviens, Wessal, on parlait de 2024. Or, les chiffres de 2019 ont été atteints en juin 2022, ce qui est juste une exception. Cette exception, moi, le produit de Marrakech et le petit citoyen de Marrakech, je l'ai vu de très près. Et il n'y a qu'à voir cette semaine le nombre d'événements à l'échelle internationale, pas plus grand que cet événement auquel on adhère tous aujourd'hui, celui de l'OSIM. Mais pour vous dire que Marrakech, en tout cas, comme destination pilote, elle est pleine. Tout se passe bien, les gens Et c'est grâce au digital, tout faire? C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que l'état des lieux du digital, je suis heureuse qu'on fasse le lien avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, parce que tu pourras nous dire si oui ou non, au moment du Covid, est-ce que le digital était suffisamment là, suffisamment présent? Comment on a fait à ce moment-là? Alors, j'aimerais juste signifier qu'on était déjà pas mal en 2019 par rapport au digital. Il y avait une grande majorité des acteurs du tourisme qui étaient inscrits au moins dans cette première partie du digital qui est celle de l'inspiration, parce que c'est toute une journée et il faudrait poser la question de la digitalisation sur chacune des phases de l'expérience utilisateur. Vous tous, la première chose, j'imagine, qui vous implique dans un circuit, c'est du réseau social. C'est là où vous allez voir une photo sans avoir aucune planification. On appelle cette phase-là l'inspiration. Donc on était déjà pas mal. Par contre, il s'est produit quelque chose d'exceptionnel pendant le Covid. Il faut bien prendre aussi leçon et féliciter les belles choses, même si avec le Covid, il y a très peu de choses qu'on pourrait... on pourrait lui attribuer très, très peu de belles choses. Le Maroc a lancé des campagnes ingénieuses de digitalisation, où il y avait du storytelling. Donc l'ONMT a essayé de challenger les 12 régions avec leur CRT autour de ce qui, avant le Covid, occupait 30% de la recette, c'est le tourisme national.
Et les 12 campagnes, elles étaient toutes, je vais dire, aussi créatives les unes que les autres. Elles sont parties à l'arrière-pays, elles sont parties chercher ces nouvelles tendances évoquées dans les plus grandes instances du tourisme international. L'OMT avait décidé déjà depuis 2 ou 3 ans que le nouveau tourisme était le tourisme durable, était le tourisme créatif. Donc, ces campagnes sont parties puiser dans l'arrière-pays des grandes villes, des régions, et elles ont fait un travail extraordinaire qui a permis déjà une sorte de, je vais dire, résilience, parce qu'on ne pouvait pas compter sur un tourisme international. Donc le digital a provoqué l'inspiration et il a ensuite conduit vers la sélection et la consommation de l'expérience touristique. Et je suis très très heureux et flatté. Je sais que dans la charte de l'OSIM des conférenciers, on ne doit pas faire de publicité, mais la région de Marrakech-Safi a gagné l'année dernière le titre de campagne la plus créative des CRT ever. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et ça, c'était grâce au digital. Le digital a joué un rôle là-dedans, parce que je vais interpeller Yasmina sur la question de la stratégie dans 3 secondes. Est-ce que dans ce cas-là, c'est le digital, mais le digital dans sa forme la plus simplifiée. C'est-à-dire la vidéo, c'est-à-dire le wording, le copywriting. C'est des choses aujourd'hui essentielles qu'on consomme à 98% de notre expérience digitale. Or, même une destination comme Marrakech, qui est connue par Jemal Fna et le storytelling de Jemal Fna, elle était à la traîne par rapport au storytelling de cet arrière-pays, de la façon avec laquelle elle pouvait exprimer le potentiel d'une destination comme Rhamna, d'une destination comme Safi, d'une destination comme même Chichawa, on a trouvé des merveilles. Comme Essaouira, où il s'est passé aussi plein de choses intéressantes. Alors, je n'ai pas cité Essaouira parce que quand même, c'est le fleuron du Maroc, parce que c'est la cité c'est la seule cité au Maroc qui a le titre de cité créative. Donc je me disais que ce n'était pas la peine d'en rajouter par rapport à une ville qui a déjà ce label de l'UNESCO. Donc bref, tout à l'heure tu disais que le digital c'était la matière de tout le monde, qu'il fallait aussi vulgariser. Oui. Et je pense que raconter, c'est la première étape, et il s'avère que c'est une étape essentielle. Et encore, on n'est pas assez bon là-dedans. Il y a du travail, on pourrait en discuter plus tard. Oui, alors justement, ça me permet, merci pour la transition, de me tourner vers Yasmina Blassen, qui est une spécialiste aussi en stratégie marketing et en stratégie digitale. Et j'ai envie de te poser, Yasmina, la question, dans une stratégie cohérente, digitale cohérente, quel est le parcours? Quel est, depuis l'inspiration jusqu'à la conversion, quels sont les prérequis pour un opérateur, tous les opérateurs qui vont nous suivre ou nous écouter, et puis quels sont les outils, les compétences, et puis est-ce que, j'ai envie de dire, le ROI vaut la peine? Parce que ce sont des questions, pardonnez-moi, mais très basiques. Je parle aussi pour le compte des opérateurs qui sont dans un autre univers, mais qui ne comprennent pas forcément que c'est accessible, que cet univers du digital est accessible. Dans tes compétences et dans tes missions, Yasmina, quand tu fais de la stratégie, par où on commence et où est-ce que ça se termine? Alors d'abord, ce qui est très intéressant. Il faut peut-être l'allumer. De toute façon, je pense que tout le monde m'entend d'ici. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Alors, ils marchent tous les deux. Ah bon, c'est moi qui me petite voix. Tu n'as pas non, le là on m'entend. C'est bien. Merci. Allez. Max. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans le digital appliqué au tourisme, que ce soit en termes de stratégie d'utilisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un cercle vertueux. C'est l'une des industries qui se prête, je dirais, le plus à l'utilisation du digital. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui devenu un levier qui est incontournable dans la promotion, que ce soit des destinations, des activités, d'un pays, tout. Il faut savoir, donc tu me parlais de la stratégie, comment ça commence. Bon, ça commence déjà par inspirer les personnes. Oui. On va les inspirer comment? On va les inspirer déjà en communiquant sur la destination, sur l'hôtel, sur le service, peu importe. Mais en amont, on va commencer par inspirer. L'inspiration est permise aujourd'hui par ce qu'on appelle donc les réseaux sociaux aujourd'hui, comme Instagram, Pinterest, qui se prêtent complètement à l'industrie touristique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, pour voyager quelque part, on appelait les copains, on appelait la famille, c'était de la prescription du bouche à oreille. Oui.
aujourd'hui, les personnes préfèrent s'orienter sur le digital pour se faire une idée sur leur destination. Donc déjà, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche sont devenus la première source d'inspiration. Et les comparateurs. Et les comparateurs, évidemment. Tout l'écosystème digital est devenu le premier référentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de stratégie, ne pas y être équivaut à disparaître. À disparaître ou à ne pas apparaître, tout simplement. À ne pas exister. Donc, dans un premier temps, il faut déjà se poser la question, même en temps, sans avoir des outils d'experts. Première chose, est-ce que j'ai un compte Instagram? Je dirais même avant un site web. Le site web permet d'avoir d'autres fonctionnalités, ça te permet d'avoir de la réservation en ligne. Mais aujourd'hui, les acteurs qu'il y a sur le marché font qu'on n'en a même pas besoin. Vous avez besoin d'être sur un Booking, sur un TripAdvisor, sur des plateformes de vente en ligne. Voilà, sur des plateformes de vente en ligne. Il n'y a aucune honte à parler de Booking, ils détiennent 70% du marché. Donc, oui, d'ailleurs, ça nous permettra d'évoquer un autre sujet tout à l'heure. Ce n'est même plus un acteur privé, on peut dire que c'est... C'est The Actor. Voilà, c'est The Actor. Donc on ne fait pas de pub, on ne fait rien là. On est en train de parler d'une évidence. Mais on va échanger sur une question transverse, on partagera Oui. tout à l'heure, justement, précisément sur cette question de plateforme. Mais là, je comprends, Yasmina, que pour un opérateur, il faut d'abord qu'il ait une image digitale. Exact. Et une présence digitale qui donne envie. C'est ce que tu disais, Taufer, c'est de l'inspiration. Ça passe par Instagram, ça passe par Pinterest. J'imagine qu'il y a des différences de pertinence d'un réseau ou d'un outil à l'autre, chacun son utilité. Est-ce que tu peux juste nous aider à comprendre un petit peu mieux? Oui, alors, déjà, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Pour une stratégie optimale, on a plusieurs leviers à activer. Oui. Donc, premier niveau, les réseaux sociaux. C'est ce qui est le plus accessible, le plus simple qu'on peut avoir. Deuxième niveau, avoir son site web. Normalement, c'est un must-have, mais avec les plateformes et l'offre actuelle, on peut éventuellement s'en passer, mais c'est les deux must-have qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, un hôtelier peut faire son propre site web sur des plateformes comme Wix, par exemple. Il suffit qu'il ait son petit logo, qu'il peut aussi faire en ligne. Aujourd'hui, le miracle du digital, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses soi-même, sans passer par des professionnels forcément. Et ça, c'est des mandatories. Ça, il faut sensibiliser les acteurs privés, les hôteliers, que ce soit des petits hôteliers, des grands hôteliers, à faire ce genre de choses, à être présents. Donc, première vitrine, c'est ça. Ensuite, il y a des techniques et des technologies, bien sûr, qui sont beaucoup plus poussées et qui permettent de compléter cette stratégie. Donc, par exemple, le SEO. Le SEO, c'est tout ce qui est référencement naturel. C'est important. Alors, ça peut venir naturellement avec le temps et avec, on va dire, la qualité des contenus. Bon, bien sûr, il faut avoir un site web, il faut avoir une plateforme. Mais par exemple, quelqu'un qui se positionne sur tourisme, par exemple, écologique au Maroc, va remonter tout de suite. Quand on va taper tourisme écologique Maroc, il va remonter tout de suite. Il suffit qu'il l'évoque, qu'il en parle dans sa communication, ça remonte. Et ensuite, on a le niveau, le niveau 4, où on est là sur de l'achat média. C'est ce qu'utilisent les grands groupes, c'est ce qu'utilisent les plateformes également. Donc c'est des budgets, tout dépend. Là aussi, le curseur, on le met où on veut. Et là aussi, c'est aussi accessible. Donc, en termes de stratégie, il y a des choses complètement accessibles, des choses qui sont à un niveau expert. Mais en réalité, on peut avoir sa propre petite stratégie à son niveau. Mais ça reste accessible, niveau expert. Ça reste accessible. Cette expertise existe au Maroc, j'imagine, à l'intérieur d'une entreprise, parce qu'on va parler un petit peu compétences. À l'intérieur de l'entreprise, il a accès à l'expertise d'un prestataire, d'une agence, etc., où il le fait avec les outils que tu viens de citer, mais il a quand même besoin de quelqu'un ou de quelqu'une pour faire du contenu dynamique, parce qu'il n'y a pas pire que de rentrer sur je dis n'importe quoi, sur une page Instagram et de trouver le même contenu qui n'a pas bougé pendant 6 mois. Après, c'est toi, Max, qui nous parlera de l'impact de cette dynamique, on va dire, ou de cette vivacité des réseaux sociaux. Sur l'expérience du client. Donc Yasmina, j'imagine qu'en termes de compétences, évidemment, il faut avoir nécessairement quelqu'un qui maîtrise dans sa structure. Franchement, qui ne fait pas de story aujourd'hui? Même pas. Ce n'est pas nécessaire. Si on va sur les petits acteurs, je ne parle pas des grands acteurs qui peuvent se payer des services de ce type-là. Mais honnêtement, même un petit acteur, il suffit qu'il fasse une photo, qu'il la poste sur Instagram, il met son petit texte. Tout le monde sait faire ça aujourd'hui. C'est l'avantage aujourd'hui du digital. Et c'est là où je parlais de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle le user-generated content. Il suffit que la personne ait un bon service pour que les
touristes qui viennent chez eux fassent du contenu pour eux et les taguent. C'est largement suffisant. Oui, d'ailleurs, si tu te souviens, cette approche-là avait fait l'objet d'une discussion, notamment avec les acteurs publics, pour que les touristes ou les visiteurs du Maroc soient eux-mêmes des acteurs inspirants à travers leur propre expérience. Et c'était en effet une approche C'est assez très important, intéressante. très important. Alors, en plus, c'est plus crédible. C'est là le parce que cercle vertueux, c'est-à-dire évidemment, on inspire, on est consommé, et ensuite on parle de nous. Oui, Et c'est un cercle, voilà, le partage. Et c'est un cercle vertueux. exact. Et donc, ce cercle vertueux, il va se terminer par une restitution de sa propre expérience. Exact. Et ça me donne l'occasion d'interpeller mon cher ami Max sur cette expérience client, le rôle du digital. D'abord, première question, Maxime, est-ce que tout est digitalisable dans l'industrie du tourisme, sachant qu'on parle d'une industrie de services où l'humain a un rôle important? Est-ce que tout est digitalisable? Alors, je voudrais d'abord repartir un petit peu sur l'historique. Si on prend il y a un peu plus de 15 ans, l'expérience digitale qu'on offrait in-hôtel était de base le Wi-Fi, avec une alternative, avec un Wi-Fi complémentaire payant, où on pouvait avoir moyen de télécharger des choses. On avait un Wi-Fi basique. Pardonne-moi Max, mais je suis sûr que les gens qui nous entendent, donc ils vont nous entendre, ils vont croire que c'est l'ère des dinosaures. Oui, C'était mais c'est il y a 15 ans. 10 ans, 10-15 ans, oui. Pas si longtemps que ça. Ça veut dire, et je ferme vite la parenthèse, que la technologie évolue extrêmement vite, d'où l'intérêt de ces grandes messes comme celle que nous propose l'OSIM aujourd'hui, où tous les acteurs se rencontrent et permettent justement ce update et cette, de poursuivre cette technologie. Pardon Max. Non, donc je disais effectivement, si on reprend il y a 10-15 ans, on était à l'ère où au début c'était tout simplement le Wi-Fi avec une option d'upgrade qui permettait ce qui est impensable, comme tu viens de le dire maintenant, à l'heure actuelle. Après, on a été quand même assez rapidement sur les QR codes, qui se sont assez facilement développés, mais qui étaient plutôt dans l'ordre de l'expérientiel. C'est-à-dire qu'on n'avait pas spécialement les ressources pour faire visiter un parc, mais il était possible, avec ou des tablettes qui étaient disponibles à une réception d'hôtel ou les gens qui avaient un smartphone, de scanner des QR codes et d'avoir les informations sur la biodiversité qu'il y avait dans le parc de l'établissement. Donc ça, c'était déjà il y a une dizaine d'années. Ça s'est vraiment accéléré, je pense que la pandémie du Covid a été un vrai catalyseur par rapport à la digitalisation au sein de l'hôtellerie, et principalement, pas spécialement qu'en in-hôtel, parce que, alors c'est vrai qu'il y a toute la partie contactless, où on a dû faire face au fait qu'on essayait de manipuler le moins de choses possible. On se souvient des cartes de restaurant, les cartes de bar, où tout était sur QR code sur les tables, etc. Quoique ça existait déjà avant, mais c'était pour traduire les menus pour les étrangers, les autres langues qui n'étaient pas... Pour toi, cette manière d'avoir switché vers du QR code pour intégrer une carte de menu, pour intégrer différentes prestations de services. D'ailleurs, on a tous des QR codes derrière nos badges pour accéder au programme, etc. etc. Pour toi, sur l'industrie du tourisme en particulier, c'est le Covid qui a été un accélérateur? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le Covid, les acteurs n'auraient pas fait ce pas? Non, je pense que le Covid, il a été un catalyseur sur un point bien précis qui a dû répondre à la plus grande problématique des opérateurs hôteliers et touristiques, qui n'a rien à voir avec le QR code et qui n'a pas spécialement à voir avec l'expérience client elle-même. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient effectué des réservations, plus d'avions, plus de séjours, et les opérateurs se sont retrouvés à devoir faire des avoirs. Et c'est là où ça a été un catalyseur. C'est parce qu'ils ont dû développer le digital pour que les gens puissent aller eux-mêmes sur des plateformes pour récupérer leurs avoirs de ce qu'ils avaient précédemment acheté avant la pandémie. Ça a vraiment été un élément déclencheur. Après, quand tu me poses la question, est-ce que tout est digitalisable ou qu'est-ce qui est digitalisable,
un peu tout. Tout peut être digitalisable. Après, ça dépend du segment dans lequel l'unité hôtelière se situe. On est d'accord que si on est un Riad ou si on est un grand groupe hôtelier 5 étoiles, on ne va pas digitaliser les mêmes choses parce qu'on n'a pas la même offre par rapport à nos clients. Maintenant, aussi, au sein du secteur touristique, la digitalisation, elle peut se faire sur 3 strates. Ça veut dire qu'elle peut se faire au niveau de l'expérience client, mais elle se fait également au niveau de l'expérience collaborateur, parce qu'il y a de la digitalisation qui peut apporter des solutions pour avoir plus de rendement et plus d'engagement de la part des collaborateurs. C'est-à-dire que maintenant, il y a des applications qui existent dans des groupes où le collaborateur va poser ses jours de congé via l'application interne, il va voir son planning via l'application interne au niveau HR, et puis il y a aussi même des applications qui servent aux propriétaires ou aux franchisés pour surveiller la satisfaction des clients qui, avant, n'avaient pas accès à ces données. Donc, je veux dire, ça devient aussi un 360 degrés sur la digitalisation au niveau de l'industrie elle-même. Ce que tu dis, Max, est extrêmement intéressant parce qu'on est en train de partager le fait qu'aujourd'hui, il existe des outils qui nous permettent d'abord de simplifier en digitalisant l'exploitation, mais aussi de simplifier et de digitaliser la visibilité et l'expérience aux clients. Donc c'est une intervention ou une démarche intégrée à 360. J'imagine que cela a un impact aussi sur la rentabilité et les coûts d'exploitation. Oui. Alors par exemple, je vais juste prendre 2 exemples. Ouais. Quelque chose qui se faisait déjà il y a quelques années, des hôtels 4-5 étoiles ont une offre de presse qui se situe généralement à la réception ou au bar, où on propose les journaux internationaux, etc. Il y a des applications digitales qui s'appellent comme Press Reader, qui sont à un coût similaire à l'achat des journaux pour l'hôtel et qui permettent à 100% des personnes de l'hôtel à lire la presse de leur choix directement sur leur smartphone ou via screen memorying sur l'écran de la chambre. Après, on a aussi de la digitalisation qui peut être apportée dans les clés de chambre. Parce que les clients et les touristes ne collectionnent pas que les magnets qu'on colle sur le frigo, ils collectionnent également les clés de chambre des hôtels. Et alors, plus précisément, pour des ouvertures... Mea culpa, hein. Mea culpa. Tu le fais aussi, tu le es fais. un collectionneur. Parce que j'oublie. Je me retrouve avec la carte après. En fait, on a... Ça a un coût pour l'hôtelier. Oui, ça a un coût. Il y a un coût, il y a En une fait, programmation à faire. le module en lui-même, c'est un module Bluetooth, donc c'est pas le module en lui-même qui coûte cher, c'est la serrure en elle-même qui coûte cher. Ouais, donc ouais. il y en a pour 3 ans d'amortissement. D'accord. Mais aujourd'hui, on peut faire ça avec son téléphone. Et on peut le faire avec son téléphone, mais en plus c'est hybride. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un enfant qui n'a pas de smartphone, il peut toujours aller chercher une carte à la réception. Donc il a double emploi. Ça veut dire qu'on a plusieurs segments. On a parlé de la restauration et de tous les services qui peuvent aujourd'hui, à travers un QR code, faire une économie. En plus, c'est une approche plutôt Il y a la durabilité, paperless, qui est écologique. Donc on a tout sur son téléphone, c'est fantastique. On a aujourd'hui accès, on peut circuler, consommer dans un établissement d'hébergement de différentes tailles. On peut aussi utiliser son smartphone pour pouvoir accéder à un certain nombre de services. On a remarqué un grand changement aussi dans la manière de tenir des réunions, des conférences, grâce au digital et aux réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy parce que c'est aussi une économie qui est en train de se transformer. Ça veut dire que tout l'univers du tourisme d'affaires est en train d'être aujourd'hui réinterrogé dans son business model parce que le digital est là, parce que les plateformes permettent aujourd'hui des interactions nombreuses et d'un bout à l'autre du monde, ce qui est une nouveauté. Et ça aussi, c'est une démarche éco-friendly, oui, parce qu'on réduit l'empreinte carbone. Alors, il y a dans les solutions, je vais juste terminer sur la clé pour montrer in fine qu'est-ce qu'elle apporte à l'expérience client. Elle n'apporte pas que le fait qu'on utilise son smartphone. Elle permet d'avoir cette clé avant d'arriver à l'hôtel, sur son téléphone. Donc ça fluidifie le check-in. On sait très bien que quand on arrivait dans une réception d'hôtel, on voyait plus les cheveux du réceptionniste parce qu'il était plongé dans son ordinateur, alors que maintenant,
il redevient au cœur de son métier dans un esprit relationnel où on a un eye contact, où vraiment il y a une relation qui se crée, parce que tout ça, c'est déjà fait, c'est fait en amont. Après, ça sert aussi sur les métiers de back-office. La technique, les services de maintenance, ils peuvent vérifier l'empreinte carbone. Il y a plein d'options. La clim, tout ça, ça se fait dans la chambre à partir d'une tablette ou du téléphone du client. Mais effectivement, il y a quand même maintenant une population de plus en plus qui représente plus ou moins 56% des voyageurs, qui sont des voyageurs de ce qu'on appelle bleisure, c'est-à-dire qu'ils mélangent le business avec le loisir. Et en fonction du moment de la journée, ils vont s'attarder plus sur leur loisir ou sur leur business, et c'est là où des solutions digitales in-hôtel doivent répondre aussi à ces besoins de pouvoir travailler à l'hôtel ou de pouvoir passer du loisir. Alors, tu me donnes aussi l'opportunité de refaire intervenir Yasmina sur la cohabitation entre les nouvelles technologies et l'authenticité. C'est ô combien important dans un segment comme l'industrie du tourisme. Et j'imagine que quand on réfléchit à une stratégie en marketing digital ou en digital, on est obligé de tenir compte de cela parce qu'on ne peut pas déshumaniser. Alors, entre voir le haut des cheveux du réceptionniste qui est en train de faire une manipulation sur son PC et lui parler, ou parler à un robot comme on a vu ce matin pendant la plénière, il doit y avoir certainement une marge. Est-ce qu'il y a un risque dans cette cohabitation? Alors, je dirais presque cette cohabitation est naturelle, parce que cette recherche d'authenticité, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on s'est beaucoup digitalisé et beaucoup déshumanisé. Et donc, c'est un peu une espèce de... Je dirais que c'est une contradiction, c'est limite un débat philosophique, c'est une contradiction humaine de se dire, bon, bah, je suis à fond dans ma vie de tous les jours, nouvelles technologies, je suis sur les réseaux sociaux, je suis en permanence. Ah, mais qu'est-ce que j'ai envie d'authenticité? C'est un problème de riche, en fait. Il faut le dire. Aujourd'hui, ceux qui cherchent l'authenticité, c'est pas ceux qui vivent dedans au quotidien, c'est ceux qui s'en sont éloignés à cause justement de ces moyens technologiques. Donc, ce n'est absolument pas contradictoire, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, les outils digitaux nous font arriver à cette authenticité. Donc, ces outils digitaux vont permettre à cette authenticité de se faire connaître, de la rendre accessible et de faciliter quand même l'expérience. Après, l'idée, c'est quand on va dans un cadre, on va dire, authentique, avec une expérience authentique, c'est de pouvoir couper. C'est ça l'intérêt. Oui. Vous savez qu'il y a même des séjours de détox digital qu'on réserve via le digital. C'est extraordinaire. Vous dites là, on est vraiment dans une espèce de débat... Ça fait on ne va plus travailler. C'est presque un débat existentiel. C'est un débat existentiel. Chercher l'authenticité, par exemple, un Marocain qui dit chercher l'authenticité, c'est limite une blague. Il suffit qu'il ouvre la porte, qu'il sorte juste un petit peu de son quartier. L'authenticité, elle est là. Elle est partout. Voilà. Ça c'est très juste. Si tu permets, j'aimerais bien rebondir sur les deux sujets parce qu'ils se rejoignent. Moi aussi, j'aimerais bien que tu rebondisses. Merci beaucoup. Au fait, l'une des plus grosses tendances du digital depuis des années, je parle de start-up à l'international, c'est la personnalisation et la customisation. Aujourd'hui, on personnalise tout. On veut personnaliser son mug, on veut personnaliser son décor, on veut personnaliser la couleur de la voiture avant de l'acheter sur le site web, etc. Donc, ce qui est intéressant avec cette hyper-digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, avec l'amas de la donnée que le système peut avoir sur moi, le message que je reçois de mon application en tant que touriste, elle va être authentique, parce que ça va parler à masculin. Je ne vais pas dire l'âge. Parlant 2 langues ou 3 langues, etc. Donc, at the end of the day, l'une des meilleures digitalisations, c'est celle qui va, essayer d'être le plus transparente possible. C'est les meilleures transformations digitales, c'est celles qu'on ne voit pas. Ensuite, qui va prendre en considération ces aspects hyper personnifiés de l'utilisateur. C'est la data, en fait. C'est beaucoup la de data pour personnaliser l'expérience. Mais qu'est-ce que tu personnalises? Ah oui, l'expérience. Comme je disais, à partir du message que je reçois le matin en quittant ma chambre ou en arrivant chez l'hôtelier ou le restaurateur. Ça me rassure que le message que je reçois m'appelle par le prénom. C'est le b.a.-ba, et on l'a vu avec les emails depuis une... C'est de l'authenticité si ça prend davantage d'informations sur moi
et que ça va me rapprocher. Regardez, les plus grandes plateformes au monde aujourd'hui qui ont tout maîtrisé de l'authenticité, de la psychologie, TikTok, Instagram. Quand vous démarrez votre expérience la première fois sur TikTok, bah, automatiquement, le onboarding qui a été pensé, qui a été fait, il va vous diffuser une vidéo, très courte vidéo, et il va recenser votre intérêt à cette vidéo. Et chemin faisant, petit à petit, tout ce que vous allez voir dans votre flux pendant des années s'améliorera de plus en plus par rapport à vous. J'appelle ça authentique. Authentique, c'est quelque chose Ça veut dire qui qu'il a est un proche caractère. de moi, quoi, qui incarne C'est ce que- l'authentique. ce que je suis. Alors, ce que j'aime. authentique peut être, oui, on peut le, dans un dictionnaire Larousse, on peut l'identifier. Ce que tu dis, Tofek, est beaucoup de la personnalisation qui J'allais va y être arriver. extrêmement utile pour l'expérience client. Ce que disait tout à l'heure Yasmina, il concerne l'authenticité. Pourquoi on en parle? Parce qu'elle est liée à une industrie dont le fonds de commerce, ou l'une des composantes majeures de son fonds de commerce, c'est cette authenticité, c'est cette hospitalité légendaire, etc. Donc c'est pour ça que quand on parle du digital, dans le secteur du tourisme, on s'est toujours En fait, posé ces questions. excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais je me sens vraiment... J'ai senti que je vais exploser avec cet élément-là. Allez, n'explose pas, dis. Parlons digital, parlons start-up, parlons monde nouveau. Le monde nouveau, on ne peut pas développer quelque chose si on n'a pas de la data. C'est data-driven strategies. Et dans la science, dans les paradigmes de l'épistémologie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc aujourd'hui, ton utilisateur que tu veux inviter à Casablanca, à Marrakech ou autre, quelque part, il a des agrégats authentiques de sa personne, des destinations qu'il cherche, des expériences qu'il cherche. Une destination bien digitalisée ou un EHT, un établissement hôtelier ou touristique bien digitalisé, c'est une entité qui a bien su, qui sait ou qui s'inscrit dans cette démarche d'aller servir par ces agrégats de capitaux digitaux. J'appelle agrégat, c'est un compte Instagram, c'est un site web, c'est un contenu, c'est des posts, c'est un nombre de choses. Quelque part, une part de marché, une quote-part sur les recherches qui se font directement. Donc, j'allais dire tout à l'heure que si on veut avoir un débat philosophique, en effet, on peut identifier ou définir authenticité par deux choses. Authenticité son digital avant le digital. Par exemple, les BTB2 pour les Marrakechis, c'est très authentique. Le fait qu'on soit farniente, qu'on ne soit pas super speed le matin, qu'on ne sache pas nécessairement faire un tas de choses, mais on sait être béjaoui, être rigolo, etc. Ça, c'est authentique. Et la destination ? Mais tu devrais. Ouais, Là, tu as vendu la destination. Mais tu ça y est. devrais. Ça, c'est de l'inspiration. Par contre, elle est en ligne. Message Elle est promotionnel en par live. le conseil régional du... N'est-ce pas? Donc, Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire à travers. Ce que tu veux dire, c'est qu'en réalité, et je pense que ça, c'est music to your ears, mon cher Maxime. c'est carrément son expertise. Exact, c'est son expertise, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que plus on clique, on surfe, on cherche, on like, on lit du reel, etc., c'est pas anodin, c'est pas innocent. Plus des algorithmes et des systèmes, mais on le veut aussi, parce que ce contenu-là, il a été fait de manière inspirationnelle, qui fait que je vais aller plus volontairement et plus facilement sur une page et pas sur une autre, sur un compte, pas sur un autre. Je ramasse tout ça, je deviens une source de data, d'informations qui est collectée, qui est stockée et qui est... Ça a un mot qui s'appelle prosumer, un producteur-consommateur. Je produis sur Internet des cookies qui sont récupérés par des data brokers qui font que les gens savent ce que moi, le Finlandais ou le Marocain ou autre, qu'est-ce que je cherche, où est-ce que je veux m'installer, etc. Donc jusque-là, je suis un producer parce que je produis, mais après, ça s'inverse et je deviens un consommateur. Ces réseaux, oui, très bien. Alors pour la non-initiée que je suis en matière de nouvelles technologies, pardonnez-moi, plus j'investis dans l'univers digital, mieux je connais mes clients actuels et futurs. Et plus je fais ça, pour faire l'histoire courte, plus je suis outillé pour offrir la meilleure expérience à ces consommateurs-là, actuels ou futurs ou passés, qui vont revenir. Et donc, si j'exploite correctement toutes ces données,
je peux m'assurer d'abord de la compétitivité de mon offre, je peux m'assurer du taux de retour de mes clients et je peux m'assurer de la visibilité de mon entreprise. Max. Oui, en fait, on va tomber dans ce qu'on peut appeler la micro-personnalisation. C'est-à-dire qu'en termes d'offres, on va tellement connaître nos clients et leurs préférences, c'est qu'à la place de les faire déborder de newsletters ou de spamming, etc., ils vont avoir des offres beaucoup plus affinées et plus ponctuelles, mais qui correspondent vraiment à leur profil et à leurs attentes. Ça, c'est une chose. De deux, quand ils vont arriver dans les hôtels, il va y avoir une collecte via la data ou un partage via le client de leurs préférences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser leur séjour et surtout faire en sorte qu'ils se sentent ou privilégiés ou reconnus, en tout cas uniques. Et c'est ce que je pense que la data va leur apporter principalement. Alors, est-ce que, je vous pose la question à la place des milliers d'opérateurs qui vont nous regarder, est-ce que c'est compliqué et est-ce que c'est coûteux de récupérer cette data et de l'exploiter? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? C'est quoi le prérequis? C'est quoi les technologies et les best practices, j'ai envie de dire? Alors là, tu as posé la première question déjà que tu as posée. Tout de suite, ça résonne dans ma tête de marketeuse. C'est ce qu'on appelle tout simplement le recueil de la data et son utilisation, son exploitation, son analyse, qui est un b.a.-ba, surtout aujourd'hui pour l'industrie du tourisme. Alors, il y a ce qu'on appelle la first party data. La first party data, c'est tout simplement les gens qui viennent sur vos plateformes, que ce soit vos réseaux sociaux, que ce soit votre site web, et dont on analyse le comportement de navigation, les intérêts, qu'est-ce qu'ils sont partis liker, où est-ce qu'ils sont rentrés, ils ont scrollé combien de pages, sur quelle page ils ont passé le plus de temps. Toutes ces données-là, par exemple, juste sur un site web, sans même aller sur les réseaux sociaux qui ont des outils encore plus performants, sur un site web, vous avez Google Analytics, vous savez très bien ce que la personne a vu, combien de temps elle a passé sur quelle page, et à partir de là, vous allez vous dire, bon, bah, sur 100 visiteurs, j'en ai 10 qui se sont arrêtés, je ne sais pas moi, sur la partie fitness de l'établissement, ou sur le fait qu'on fait des séjours yoga. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on va mettre en avant quand on va aller justement chercher et communiquer, bah, c'est plutôt ça. On va appuyer ça. Ou alors, dans un esprit de se dire, ah, mais attention, j'ai tel volet qui ne fonctionne pas, il faut que je le mette un peu plus en avant, on va le mettre un peu plus en avant. Après, il y a des technologies qui vont du plus basique, qui est de mettre en avant juste par du contenu, au fait de le sponsoriser, ou carrément à aller sur ce qu'on appelle Dynamic Continuous Optimization, où là, on est sur du contenu optimisé de façon dynamique, c'est-à-dire en fonction du profil de l'internaute qui rentre, parce que je l'ai reconnu, ou parce que j'ai des informations sur lui, je vais lui afficher la pub qui lui convient. Mais ça, c'est très évolué, c'est des grands opérateurs qui ont recours à ce genre de choses. Donc ça, c'est la first party data que vous recueillez, vous, sur vos réseaux. Et ensuite, il y a d'autres manières d'avoir de la data et de l'agréger avec votre first party, ce qu'on appelle la third party, qui est tout simplement vendue, entre guillemets, par des agrégateurs, par des banques de données. Mais ça, au Maroc, c'est pas demain la veille, parce que ça suppose d'avoir de l'open data pour que ces banques-là puissent se développer avec la donnée marocaine. En revanche... Pourquoi? Quel est le frein pour qu'au Maroc, ça ne puisse pas encore se faire? Par exemple... La protection des données ou... Non, ce n'est pas une question de protection des données. Déjà, la first party data, non, les gens viennent sur votre site volontairement. Donc, bon, vous êtes déjà homologué RGPD ou ici, c'est NDP. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes un peu opt-in, entre guillemets, à ce moment-là. Non, c'est plus, on va dire, les freins. Ça va plus être le fait que... J'ai perdu le film. C'est un peu l'interopérabilité, si je peux Voilà, répondre. pardon. C'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de la France. Aujourd'hui, un agrégateur, une banque de données peut même avoir votre niveau de revenu parce qu'elle peut avoir les données de impôts.gov. Tout simplement. On sait combien vous touchez. On ne va pas donner votre nom, mais on va dire telle personne qui est venue sur votre site, et voilà, il a tel type de revenu. Donc moi, en tant qu'opérateur touristique, je peux aller tout de suite lui pousser une offre de luxe.
Ça, on ne l'a pas au Maroc, parce qu'on n'a pas l'open data au Maroc, on n'y est pas encore. Il y a un peu d'interopérabilité entre quelques institutions aujourd'hui, parce que c'est Les nécessaire. impôts, les banques. Oui. On va Ça, dire ça, la c'est- CNSS, les foncière, impôts, ça marche voilà, bien, oui, c'est oui. des choses comme ça. On avait compris. Mais c'est pas encore ouvert à des opérateurs privés. Voilà, il Oui. est là le frein. Alors, Mais s'il te plaît, j'aimerais féliciter quand même le Maroc d'avoir lancé à travers l'ONMT l'année dernière ce fameux projet de Open Data qui s'appelle Data Tourism, ou la première plateforme, parce qu'en effet, pendant le Covid, on a découvert des aberrations autour de ce sujet que ma chère collègue a cité. Imaginez-vous bien que quand on a essayé de travailler avec le ministère du Tourisme, ils avaient ce fichier qui décomptait dans les 3900 entités. Je parle d'hôtels. 4800. C'était 3900, le document qu'on a reçu, parce qu'on voulait travailler ensemble sur un projet. Je pourrais plus tard en parler. Mais sur les 3900, il y avait quand même 500 entités qui étaient déjà mortes. Donc il y avait des cadavres dans la data. Et puis quand on regarde, quand on scrape le contenu de Booking, on trouve 8100 entités. Il y a quand même un écart incroyable. Donc quand on veut créer... Attention, il faut faire attention, il faut être orthodoxe avec la data. Parce qu'il y a ce proverbe qui dit torturez la data et elle va vous dire ce que vous voulez. Exactement. Donc, mais déjà, quand on voit qu'il y a... C'est comme les statistiques. On peut leur faire dire à peu près ce Ah qu'on ben, veut. absolument. La chose est son contraire, même. Oui, mais là, c'est quand même flagrant, le fait Oui, oui, d'avoir je suis d'accord. 3000 et quelques entités qui Oui, sont mais justement, référencées. merci de soulever ce problème, parce que, regarde, là, en 3 secondes, tu as dit 3900, j'ai dit 4800, finalement, ils sont 8000 et des poussières sur une plateforme. Ça, c'est probablement un autre sujet qu'on ne discutera pas ici, parce qu'il est lié aussi à le formel, l'informel, le déclaré, pas déclaré. Hein. Il y a un débat qui a beaucoup animé les opérateurs sur la pertinence ou pas d'avoir une plateforme de distribution 100% marocaine. Tu as parlé tout à l'heure, Yasmina, de Booking. Il y a ce débat aujourd'hui parce qu'on sait que le marché intérieur, nous tous dans cette salle, quand on veut aller réserver notre séjour à Agadir ou à Tanger, on va rentrer sur cette plateforme bleue, pour ne pas le citer, c'est Booking, et on va payer en devise avec un certain nombre de contraintes, etc., y compris d'une petite frustration, parce que je vis au Maroc, j'achète au Maroc, je paye en devise, ça part à l'étranger, ça revient chez moi, et au passage, ça sucre 25 ou 27% de marge en fonction. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on est outillé? Est-ce que les opérateurs aujourd'hui auraient un intérêt? Et ça sera probablement la dernière partie de notre panel ou de notre discussion. L'écosystème, dans ce cas de l'OSIM, qui est fait d'experts en digital et en IT, est-ce qu'il pourrait aider, accompagner la construction d'une telle plateforme? Le débat est ouvert. Qui veut commencer? J'ai des insights, donc je n'ai pas envie Allez. de rester en dernier, en respect de Allez, de on mes y va. collègues. Oui, on a travaillé sur ce problème-là pendant les 2 premiers mois de confinement. On s'est retrouvés justement, moi le premier, quand j'ai pu voyager, quand j'ai eu mon autorisation de partir de Marrakech et Saouira. Hurrah, youpi, la délivrance. Ben, j'ai dû acheter mon séjour sur Booking. Parce que nous sommes comme ça, nous sommes faits comme ça. Mais aussi parce que Booking a compris comment est-ce que je dois fonctionner. Et parce qu'il a compris que je suis paresseux. Donc il a pris mon email, mon nom, mon prénom, ma carte, etc. Et il m'a dit, rassure-toi, tu vas trouver l'exhaustivité de l'offre, tu vas choisir et trouver ton offre, enfin ce qui te convient, et tu vas booker en un bouton. Mais pendant cette période-là du confinement, on s'est en effet posé cette question. D'ailleurs, Oui. je pense que c'est la en avait référence discuté. à laquelle, voilà. Et pour nous tous, c'était honnêtement le momentum. Pourquoi? Alors, je vais juste partager avec vous un élément ultra critique. Aujourd'hui, vous avez un dominant, pour ne pas le qualifier d'autre chose, qui est Booking. Ce dominant, c'est lui qui vous pourvoit, c'est lui qui vous ramène la pluie. Enfin, la pluie ou le beau temps, c'est Booking. Donc, si vous venez demain et vous créez un site web et vous mettez un tarif préférentiel sur votre site web, en fait, automatiquement, vous êtes pénalisé par le contrat que vous avez avec Booking. C'est une condition qui s'appelle
Voilà, parité tarifaire, ou le BAR, le Best Available Rate. Ce qui fait que les opérateurs ont toujours eu un problème de sortir courageusement et faire la Jeanne d'Arc à l'extérieur du système de booking. J'aime bien l'image de Jeanne d'Arc. Or, on avait une fenêtre de tir extraordinaire, encore une fois, pour positiver sur le négatif, qui était le Covid, qui était le confinement. Et on pouvait lancer quelque chose. C'est toujours d'actualité, mais je ne sais pas si les opérateurs sont prêts. Pour le Best Available Rate, il y a quelque chose de technique ou technologique qu'il faut citer. C'est que ce tarif dont Booking soupçonnerait la présence, il est visible, et il est visible au commun des mortels. Or, si vous étiez connecté, et si vous êtes connecté avec ce qu'on propose, et ce qu'on a proposé, qui serait un Maroc Connect, une identité unique, qui vous permette, vous, le Marocain ou Marocaine, d'avoir accès à l'inventaire et à l'exhaustivité de l'offre marocaine, là, vous passez outre la problématique que vous impose le contrat Booking. Donc ce que tu es en train de dire, Taufer, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que nous pouvons continuer à faire profiter les opérateurs de cette visibilité mondiale. Tu l'as dit tout à l'heure, 70% de la couverture mondiale de l'offre d'hébergement. Et la cohabitation, elle serait possible. Ça veut dire qu'une plateforme marocaine destinée au marché intérieur, parce qu'il y a un gros sujet sur les approches pour booster le marché intérieur et structurer la démarche de vente. Maxime, Yasmina, à vous la parole. Non, si on prend... alors effectivement, cette plateforme marocaine, elle est essentielle à être développée. Elle existe dans d'autres pays dans le monde, hein, ça existe. Par exemple, en Indonésie, les opérateurs ont réussi à plugger sur toutes les plateformes en même temps. Un opérateur a réussi à ce que les plateformes rentrent directement sur leur inventaire de chambre, sur l'Indonésie. Maintenant, si on prend le cas où tu as dû réserver par Booking, parce qu'il n'y avait pas cette plateforme nationale qui permettait aux nationaux de bénéficier de tarifs préférentiels ou de conditions préférentielles. Au final, je vais utiliser le mot figital, mais ce n'est pas vraiment ça, mais il y a une déviation, c'est-à-dire que en tant que national, étant sur le territoire, je vois un prix sur Booking, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'hôtel, j'ai dit voilà le prix que j'ai sur Booking, vous me faites moins cher, je passe en direct. Oui, mais ça c'est une autre problématique. Mais elle pourrait être la réponse pourrait être cette plateforme nationale. D'accord. Mais alors, justement, ça pourrait être la plateforme nationale, mais c'est pour ça que j'ai besoin, Yasmina, que tu nous partages d'abord la pertinence d'une telle réflexion. Et est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on a les outils, Justement. les hommes et les femmes, les budgets, etc. Alors justement, une telle plateforme n'est pas une priorité aujourd'hui pour le Maroc. Le Maroc a beaucoup à faire aujourd'hui sur le tourisme, à investir ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'une telle plateforme chez nous, nationale, est en mesure de concurrencer un Booking qui investit 8 milliards de dollars en SEO seulement? Je n'ose même pas imaginer ce qu'il paye en achat média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en situation de monopole. Parce qu'ils couvrent Ils couvrent le monde entier, certes, le monde entier. mais ils couvrent le Maroc aussi. Il y a une bonne couverture marocaine quand même. Imaginons qu'on ramène à la proportion à l'échelle Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, une plateforme qui fonctionnerait avec des technologies possibles aujourd'hui, à l'échelle Maroc, destinée au marché national, pertinent, pas pertinent, faisable? Alors pour le marché national, oui. Pour Voilà. le marché national, C'est juste ça, ma oui. question. Ça pourrait être pertinent parce que c'est vrai que c'est ridicule On de est d'accord. payer un hôtel marocain en payant en devise, en prenant sur sa dotation. Mais bon, ça déjà, c'est un autre problème. Ça, je ne comprends pas pourquoi le Maroc, à travers l'ONMT ou je ne sais quel organisme, ne négocie pas avec Booking, avec l'office d'échange, la possibilité de payer en dirham dans la monnaie locale.
Alors, Donc, si, il doit si y vous avoir permettez, quelque chose à faire. Je crois si qu'il vous y a la permettez, possibilité de payer on en ne paye dirham. pas en devise, on paye Ouais, en on paye dirham en et on dirham. paye sur place, mais Ouais. quand même, l'hôtel, il est Oui, ça, pénalisé c'est quand on paye parce sur qu'il place. doit payer Exact. ses factures par Mais certes- l'office d'échange. Oui. Et c'est là où on C'est là où on a le régresse. souci. C'est pas le Exactement. consommateur qui subit Non, ça, mais c'est quand il l'opérateur. y a certains hôtels qu'on doit payer à l'avance. Et ça, on les paye en devise. On ne les paye pas en dirham. Et à l'étranger, non, je suis désolée, je sais que je paye des choses. Et que si jamais c'est le moment de me débiter, on me débite sur ma dotation. On ne me débite pas sur mon compte courant. C'est ma dotation qui fonctionne. Donc peut-être qu'on paye en dirham, Peut-être c'est des boutiques affiché en hôtels, dirham. peut-être. Mais le paiement se fait en devise étrangère. Il ne se fait pas en dirham. En tout cas, c'est un sujet qui pose quand même aujourd'hui une problématique. C'est pour ça, c'est d'où Oui. l'intérêt de réfléchir et de partager, pertinent ou pas, d'avoir une plateforme pour les opérateurs destinée au marché national. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, technologiquement, on a les moyens Oui. de le faire? Et après, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Alors technologiquement, on a bien sûr les moyens de le faire. Ok. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, surtout en investissement en Qu'est-ce qui coûte communication. cher? Alors, de faire connaître cette plateforme, de D'accord. ramener les opérateurs sur cette plateforme, donc de leur expliquer qu'il faut venir sur cette plateforme, ensuite de mobiliser les utilisateurs, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait la valeur d'un Booking, d'un TripAdvisor, d'un Expedia, c'est les avis utilisateurs. Et si aujourd'hui ces plateformes ont un statut de leader mondial, c'est grâce aux avis utilisateurs. Donc nous, c'est une plateforme qui partirait from scratch. Il faudrait attendre de fiabiliser grâce à ces avis utilisateurs. Donc c'est une plateforme qui prendrait du temps en fait à monter en performance. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui où on est pris dans une espèce de tourbillon où on doit surtout investir, je dirais plus dans les infrastructures, dans le tourisme, dans l'offre à proprement parler? Est-ce que c'est pertinent? Je suis partagée sur la question. Oui, ça serait bien pour nous, pour notre confort à nous utilisateurs, certes. Ça serait bien pour l'image, certes, d'avoir sa propre plateforme. Est-ce que c'est une plateforme qui va fonctionner? Il faudra beaucoup de moyens et du temps pour qu'elle fonctionne correctement. Donc, est-ce qu'on a intérêt à la faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas la réponse. Topher. Alors, justement, d'avoir travaillé sur ce sujet avec une équipe, vraiment un squad, pendant plusieurs mois, la solution est là. On va fermer. Mais la clé de succès, est-ce que c'est ce que dit Yasmina? Non, en la fait, visibilité. Yasmine, elle a raison sur le temps que ça pourrait prendre. Mais comme c'est un débat qui s'est déjà posé à mon enfance digitale et qui se posera peut-être à ma mort, pas que digitale, mais réelle, donc il faut commencer un jour. Donc c'est une question de volonté. Et il y a Ça veut des dire qu'on n'y chantiers échappe pas. énormes. Oui, mais excusez-moi, des fois, on est... Je vais y arriver. Je vais te dire parce que vraiment, on a dépensé des nuits blanches à n'en plus compter sur le sujet. Imaginez avec moi, s'il vous plaît, métaphoriquement, fermez les yeux, mais ne les fermez pas. Vous avez une application sur votre téléphone qui s'appelle, à l'époque, on l'avait brandée Lium, mais appelez-la Lium pendant 2 secondes. Cette application, son premier créateur, c'est l'environnement du tourisme. Son premier créateur. Dans cette application, il va y avoir 3 fonctionnalités majeures. L'identité, et vous savez quoi? Le bonheur, c'est que l'année dernière, la DGSN a développé l'identité numérique. Une application qui peut identifier une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, qu'elle est marocaine ou marocain. La deuxième chose, c'est le côté chat. Parce qu'on a en effet ce besoin que Yasmina a cité, ou je pense Max, je ne sais plus, d'appeler ou de contacter ces Marocains. C'est encore plus marrakchi que marocain. L'authenticité dont on parlait tout à l'heure, on a besoin d'être rassuré Exact. par un contact personnalisé et réel. Alors pas le troisième virtuel. élément structurant pour une telle plateforme, c'est le e-payment, voire le m-payment. C'est que cette plateforme soit dans sa simplicité intégrante, fédératrice de tous les moyens de paiement et que je puisse me connecter et avoir l'interopérabilité dont Yasmina avait évoqué le sujet tout à l'heure. Comme ça, l'expérience d'un utilisateur qui est dans une banque A ou banque C ou banque lambda, il peut rapidement être onboardé. Donc ça, c'est les 3 fonctionnalités majeures. Ça s'appelle, c'est pas une innovation, ça s'appelle les super apps. Une WeChat ou une Gojek, c'est une super app.
Une super app comme celle-là qui me permettrait ensuite de payer ma vignette, de payer mon électricité, de payer mes besoins en tant que consommateur, en tant que citoyen, elle permettrait de me fidéliser. Ce n'est pas comme une application lambda qui est sur mon téléphone et que je risque de désinstaller parce qu'il y a ce monstre, c'est puissant, par exemple Booking. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Yasmine, il y a le moyen, même si on démarre from scratch, il y a le moyen d'aspirer la totalité et d'agréger la totalité des rankings et des reviews des gens. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait quand on a développé avec le CRT ROC, Reputation Operation Center. La question, comment tu fais ça? Tu veux dire Reputation techniquement? Operation Center. Non, pas techniquement. Tu vas les prendre chez Booking ou TripAdvisor. Oui, madame. Est-ce que légalement tu as le droit? Bien sûr. Il y a une API qui est spécialement... Justement, c'est le problème majeur, à mon avis, de ce qu'on veut voir avec l'OSIM, l'interopérabilité des systèmes. Exact. Et aujourd'hui, les meilleures startups au monde, les meilleurs développeurs au monde, c'est API first. Ils développent d'abord l'API, c'est-à-dire le point de sortie de l'information, avant de développer le service. Et au jour d'aujourd'hui, si on veut développer des mécanismes, je ne sais pas, que ce soit de facturation, d'imposition, d'RH, tu en as parlé tout à l'heure Maxime, ou autre, concernant au moins cette verticale, ce secteur qu'est le tourisme, il faudrait, tout ce qu'on développe, on va le documenter et on va ouvrir les API dès le départ. Et ce qu'on a proposé, qui est la dernière chose pour laisser peut-être mes amis intervenir, c'est qu'on voulait faire tout ça en open source. Comme ça, le développeur de demain, la start-up de demain, elle peut venir et ajouter sa brique. La RAM, elle aurait sa mini-app à l'intérieur de l'app. Le transporteur, l'ONCF, il aurait sa mini-app à l'intérieur de l'app. C'est très facile, c'est faisable. Le seul hic, là où le bas blesse, et moi je ne suis pas expert là-dessus, c'est la gouvernance. Qui Oui, alors, justement, devrait lancer ça? Justement, et ça me permet d'ailleurs d'arriver tout de suite. Je suis désolée, c'est un débat. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à discuter de tout ça. Ça me permet de conclure sur deux choses. D'abord, remercier chaleureusement nos amis de l'OSIM d'avoir donné la parole à ce secteur du tourisme qui longtemps a été considéré comme un secteur qui ne s'adresse que à des sujets plaisants quand on veut prendre ses vacances ou à la limite quand on veut faire une petite réunion. Non, c'est une industrie immense. C'est une industrie qui aujourd'hui peut avoir une immense dynamique sur le plan technologique et c'est tout le sens de notre présence aujourd'hui sur ce panel. Et ça me permet aussi de vous dire que nous sommes en train de travailler avec nos amis du bureau de l'OSIM et je remercie, c'est Hicham Shigel, son président, Nihal Jebli et tout le bureau pour le travail qui est en cours maintenant de finalisation. Nous allons formaliser une convention de collaboration active, très active, je l'espère, entre la CNT et l'OSIM pour justement accompagner le chantier de transformation digitale de l'industrie touristique où il y a tellement à faire pour le plus grand bonheur et des utilisateurs et de la visibilité et de la marque Maroc. C'est tout le bien qu'on se souhaite. Je sais que nous avons encore plein de choses à dire. J'espère que vous ferez partie de la prochaine aventure ou du prochain épisode de l'aventure de digitalisation du tourisme marocain. Merci Yasmine Belhassan d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci mon cher Max d'avoir partagé ce moment avec nous. Tawfiq, merci d'être là. Merci à vous et désolé, des fois je m'emporte. Non mais tu fais bien. C'est la passion. De toute façon, on est là en toute amitié et on se dit les choses parce qu'elles sont vraies, authentiques et parce qu'on le doit bien à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront demain. Je peux compter, je crois, sur votre engagement et votre implication avec nous dans le chantier qui ne va faire que démarrer bientôt. Merci, chers amis, de votre écoute et de votre présence. On va faire une photo de groupe. Yes.